Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc l'ami Patrick et bien sûr l'ami Didier Botteau que l'on reçoit, qui va nous parler un petit peu de son présent, de son avenir. Et avant de te passer la parole, Didier, je sais que tu as envie de parler, que tu es un latin, tu es un Corse, vraiment. On va quand même parler de l'actualité rugby toulonnais, qui est riche. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, c'est vrai. Moi, je parle beaucoup aussi, donc tu sais, sicilien, corse. Voilà. Donc tu si je suis. Ouais, c'est vrai, non, toi t'es là. Je suis tourné, c'est pas. Ah ouais, merde. Bah, moi, je suis là à Toulon aussi. Bon, bref. C'est vrai. Bon, alors ça va. Ouais, donc bon, une actualité qui est riche et qui, déjà un sentiment de fierté, qui après cette victoire que Midol avait dit pas pronostiqué, non, pas pronostiqué, parce qu'on plutôt bon signe en principe. Voilà, quand ils disent qu'on va perdre, on gagne. Et donc à Béziers contre Montpellier, une victoire, j'allais dire qui est sans contestation possible. J'allais dire, on a maîtrisé notre sujet, même si on a été mené très rapidement. On a été l'espace de quelques minutes premier seul du championnat, puisqu'on avait un bonus offensif qu'on a laissé filer, mais peu importe, c'était pas là le plus important. Aujourd'hui, derrière Toulouse qui a été battre Clermont à Clermont, on se retrouve à égalité avec Bordeaux. Donc nous sommes 3 et le 4e est à 9 points et je crois que le 5e est à 14 points. Donc, Ouais, et c'est ce qui est rassurant, c'est que le 7e est à 16 points. Ce qui veut dire que, sauf catastrophe industrielle, on devrait finir dans les 6, ce qui était quand même le but initial en début de saison. Alors c'est vrai que la saison régulière de 6, on a espéré finir dans les 4, et maintenant, l'ambition venant avec les victoires, maintenant on vise à finir dans les 2. Alors comme tu as dit, ça a été un match abouti et accompli. C'est vrai que moi j'étais un peu inquiet avant le match parce qu'on prenait Montpellier qui était un net regain de forme par rapport à ce qu'ils avaient fait en début de saison. Ils restaient sur 7 victoires, je crois. Donc voilà, c'était une équipe solide de Montpellier, avec des joueurs expérimentés et qui voulaient recoller au wagon des 6. Donc voilà, il y avait tout pour être inquiet, mais une fois de plus, ils nous ont étonnés par leur maîtrise, parce que c'est vrai qu'ils paniquent jamais, même quand en fin de match, les Montpelliérais sont revenus à 5 points. C'est vrai qu'on a été un peu inquiets parce que ça nous est souvent arrivé de craquer en fin de match, mais là, cette année, c'est peut-être que les saisons précédentes, on aurait paniqué et on n'aurait sans doute pas gagné ce match. Là, on a su revenir dans leur camp, et puis Dan Bigard, qu'on a tant critiqué, nous a soulagés. Voilà, donc ça aussi, c'est un joli clin d'œil parce que les gens qui ont subi les critiques, parfois injustes, toute la saison, c'est Jérémy Saint-Zel qui marque l'essai, et c'est Dan Bigard qui passe le drop qui nous soulage, parce qu'on sait qu'avec 8 points d'écart à 4 minutes de la fin, ils ne reviendront pas. Donc voilà, c'est un joli pied de nez aussi à tous les gens qui avaient critiqué Pierre aussi d'ailleurs, mais là il n'y en a plus beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Bizarrement, il n'y a plus personne qui demande son départ ou qui considère que c'est pas l'homme de la situation. Donc voilà, tout est positif. Donc il faut pas se relâcher parce que ce top 14, on sait que le moindre relâchement, et on peut perdre contre n'importe qui. Oui, on peut perdre contre tout le monde, puisque on a vu Vannes gagner au Racing. Donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc il faut rester concentré et modeste, mais franchement, cette équipe toulonnaise commence même à inquiéter les spécialistes, puisque Canal+, qui omettait d'en parler depuis le début de la saison, là, ils commencent à dire, il y a Toulon, il y a Stade Toulousain, il y a Bordeaux, et puis il y a Toulon. Donc voilà, ils commencent à s'apercevoir qu'on existe. Donc voilà. Et un match accompli, alors je sais qu'à Canal+, ils aiment bien dire qu'à Toulouse, il manquait du monde. Mais chez nous aussi, il manquait quand même. Il a manqué dans toutes les équipes. J'allais dire, on va pas se cacher derrière ça. Je trouve que la charnière a été efficace. Tu l'as vu le match, toi, Didier ? Ouais, j'ai vu le match. Ouais, qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que je suis pas étonné de la montée en puissance du RCT.
Parce qu'en connaissant Pierre, son travail, sa force de persuasion, il a été critiqué en début de saison dernière et l'année précédente. C'est sa 3e année, je crois, qu'il est à la tête depuis que... Ouais. Il est seul manager, quoi. Ah oui. Voilà, d'accord. Donc moi, je suis pas du tout étonné. Et franchement, je suis très fier d'être Toulonnais et de représenter cette ville aussi. Parce que quand je vois qu'on retrouve un public, le public il est là bien sûr avec les victoires, à part vraiment les connaisseurs, que le cœur de la ville bat pour le RCT, ça fait vraiment très plaisir. Et puis le travail effectué. Voilà. Puis bon, après on a vu aussi, on a parlé des gens qui se sont fait critiquer. Il y avait Daumont qui nous fait qui perce l'équipe il fait pas que ça. Sur le match, il fait un gros match. Il fait un gros match, mais cette action, elle est quand même révélatrice de son talent, quoi. Il prend le ballon et transperce l'équipe de Montpellier et puis sert ce ballon à Serein qui marque son essai. Alors, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de fausse note, il n'y a pas de joueurs en deçà. On sent que tout le monde a envie on sent qu'il y a un groupe. On le dit depuis longtemps, mais c'est un groupe qui s'émancipe, qui devient de plus en plus fort. Et même s'il manque quelques ligueurs, parce que l'équipe de France, il manque quand même gros. Sinclair qui est aussi blessé. Malheureusement, Olivon, qu'on ne reverra pas cette année. Mais on sent qu'il y a des gens qui prennent la place et il y a tout un groupe qui se régénère. Et ça, c'est bon signe. Et c'est peut-être des équipes comme ça qui font le plus peur parce que justement, elles ont peur de rien, quoi. Je veux dire, on voit que Toulon, ils sont calmes, même s'ils sont un peu bousculés en laissant Serein. On sent qu'ils vont revenir sur le devant de la scène. Et puis à la fin, ils portent les stockades. Il y a toujours un peu ce trou d'air de 10-20 minutes où ils laissent revenir un peu. Mais à la limite, c'est bien, ça fait après que Montpellier réagisse. Oui. Il n'y a rien d'étonnant. Après, c'est là, je trouve qu'on a progressé sur la gestion des temps faibles et des temps forts. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'en plus, on est devenu hyper réaliste parce que chaque fois qu'on est allé dans leur camp, on a marqué. Et on a su faire le dos rond et pas paniquer quand ils ont eu, eux, leur temps fort. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que la saison dernière, quand on était dominant, on était tendance à paniquer et à faire beaucoup de fautes. Là, on ne prend pratiquement pas de carton depuis quelques temps. On est discipliné. Donc voilà, c'est là, je trouve que les progrès ont été considérables et qui fait que voilà, on se replace dans le trio de tête du rugby français. Donc voilà, c'est pas le fruit du hasard. Et voilà, si on a gagné, je crois qu'on a gagné 11 matchs. On a gagné autant de matchs que sur 12, je crois. Ouais. On a gagné plus de matchs de Bordeaux, puisque Bordeaux a gagné 10 matchs. On a gagné autant de matchs que ça à Toulouse. Voilà, donc c'est vrai, ça veut tout dire. Hein. On a gagné 11 matchs comme eux. Donc, on n'a pas de complexe à faire, en sachant que qu'on va les recevoir en plus. Ce qui est pas un désavantage, puisqu'on va recevoir les deux. On a un bloc de 3 matchs qui est important, puisqu'on reçoit le Stade français qui n'est pas forcément au mieux. Ouais. On va à Lyon, qui reste quand même une équipe aussi à notre portée, même si il faut toujours se méfier. Ils sont en pente ascendante aussi. Hein. Et après, on reçoit Perpignan. Donc, on peut considérer, par rapport que ce sont 3 matchs qui sont à notre portée. Et donc, déjà, je pense que si on gagne tous les matchs à la maison, déjà, on est tranquille. Et après, on va basculer sur une autre partie de la saison, c'est-à-dire qu'on va recevoir les Saracens. Si on bat les Saracens, on va recevoir Toulouse. On va recevoir Toulouse après un championnat, on va recevoir Bordeaux. Donc, il va y avoir des gros matchs sur les 2 derniers mois. Et je pense que là, l'équipe, elle sera prête parce que on va récupérer tout le monde. Et je pense que la fin de saison, on va s'affirmer de plus en plus, quoi. Elle est excitante surtout. Hein. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu une fin de saison excitante comme ça, puisque c'est vrai qu'en plus on est qualifié pour la Coupe d'Europe, donc voilà, il y a plus qu'à. Hein. Et je pense qu'un des tournants de la saison, ça risque d'être ce match contre Toulouse, si on bat les Saracens à Mayol, et si on bat Toulouse, je pense que ça peut nous faire basculer dans une autre dimension encore. C'est un match important priver Toulouse d'une finale de Coupe d'Europe. Je pense que ça sera quelque chose de fort et il
Je pense que c'est pas fait. Je pense que c'est pas fait, mais à Mayol, je pense que là, il faudra que le public soit présent. Après, on n'a pas de complexe à faire, comme je te disais. On a gagné autant de matchs qu'eux. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que quand on les voit hier soir, la façon dont ils ont battu Clermont, c'est vrai que il faut reconnaître quand même qu'ils sont compliqués à jouer, quoi. Et, après, on attendait un peu mieux de Clermont aussi, hein, parce que. Alors est-ce que c'est Toulouse qui est au-dessus, vraiment au-dessus, ou est-ce que c'est Clermont qui a manqué son match? Alors, c'est vrai qu'ils ont quand même eu un début de match compliqué où ils perdent beaucoup de joueurs, notamment derrière, dans les 20 premières minutes. Donc ils sont désorganisés, et c'est vrai que ça a pas aidé, mais bon, quand même Toulouse. Il faut reconnaître, et bon, je sais, on ne peut pas dire que ce soit ma tasse de thé, même si ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais il faut reconnaître que quand même, c'est l'équipe qui joue, on le voit toujours en difficulté parce qu'il manque du monde, mais force est de reconnaître qu'ils sont quand même là, et gagner hier soir à Clermont. Honnêtement, avant le match, si j'avais eu une pièce à mettre, je l'aurais mis sur Clermont. Et je me serais trompé une fois de plus. Mais même Urios, il est tombé de haut, puisque lui aussi, il a été déçu par son équipe, et il ne pensait pas que le match prendrait cette tournure. Donc voilà. Après, je pense ce qu'il faut éviter, c'est de faire ce complexe toulousain. Ouais, il ne faut pas le regarder jouer, surtout. Chaque fois qu'on joue contre Toulouse, on a toujours l'impression que, quelle que soit l'équipe, ils vont nous bouffer. Je pense qu'à un moment donné, il gagne rarement au Vélodrome quand même. Voilà, donc voilà déjà. Donc je pense que les 2 mois, on va avoir ce bloc de 3 matchs, et après, je pense qu'on va passer sur des choses beaucoup plus sérieuses, et là, il va falloir être présent, quoi. Et on parlait du complexe toulousain. Il faut pas faire de complexe, parce que quand tu fais le complexe, tu déjoues, tu ne joues pas. Tu regardes l'adversaire, et moi je pense qu'on est largement à la hauteur cette année. Oui. Sur ce qu'on voit, on monte en puissance. Même s'ils ont une profondeur d'effectif qui est énorme. Parce que quand ils mettent une équipe remaniée comme hier soir, ils arrivent que 23 sur feuille de match, à gagner à l'extérieur. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Même si on le sait, ça sera compliqué et qu'ils seront favoris sur les 2 matchs. Je pense qu'à Mayol, déjà, et on n'a pas l'habitude de les recevoir, et je pense que il va y avoir une grosse ambiance, puisque tous les gens attendent ce match-là à Mayol, Toulouse à Mayol depuis des années, et je pense qu'il va être bien accueilli. Donc voilà, pourquoi pas, il y a quelque chose à faire. Hein, bien sûr. Voilà, pas de complexe, on va les bouffer. C'est ça. Voilà, t'as bien conclu. Voilà. Des résultats. Il y a des résultats, et puis il y a des résultats bons pour le Rugby Club Tournai. Un peu à l'image de ce qu'a fait les pros à Montpellier, puisque dans l'après-midi, les espoirs aussi sont allés gagner à Montpellier, avec le bonus offensif en plus. Ils sont allés gagner à Montpellier 43-13. Il faut se rappeler qu'ils avaient gagné de 3 points au match aller contre Montpellier, c'est dire que c'était pas déjà du tout cuit. Donc 41-13, ils sont leaders de la poule, ils passent devant Castres, et ils vont avec un match de retard, puisqu'ils vont aller au Aurillac le week-end prochain. Donc franchement, il faut des saisons exceptionnelles, les espoirs. Mais le plus gros espoir à mon goût, alors il y a les Goderman aussi qui sont allés gagner au Oyonnax. 46-10, eux aussi ils sont premiers de leur poule, et eux aussi ils font une saison exceptionnelle. Il me semble qu'ils sont aussi invaincus depuis le début de la saison. Mais le plus gros espoir, j'allais y venir, c'est les filles du RCTPM qui sont allées gagner à Lois, enfin à Pau, qui était leader invaincu de la poule. C'était le seul match qu'ils avaient perdu de la saison, depuis le début de la saison, les filles. Elles avaient perdu contre Pau, d'ailleurs, 11-6 au match aller. Et là, elles sont allées gagner 25-17. Et elles prennent aussi la première place de cette Elite 2. Donc, franchement, c'est une grosse performance qu'elles ont fait. Et elles se placent idéalement pour l'accession à l'élite, qui était le défi annoncé en début de saison par le président du RCTPM, M. Montaner, qui n'avait pas caché les ambitions de cette équipe. Voilà, donc 3 matchs du RCT, 3 matchs à l'extérieur,
4 avec les pros et 4 victoires. Donc, on peut difficilement faire mieux. Par contre, ça s'est un peu moins bien passé pour nos voisins de la Valette. Puisqu'ils sont allés perdre à Villefranche-sur-Saône 33-12. Ça, franchement, c'est une demi-surprise parce que Villefranche-sur-Saône, si ma mémoire est bonne, ils sont pas très bien classés en Fédéral 1. Et la Valette est restée sur une bonne dynamique. Donc voilà, c'est un peu une surprise qu'ils aient surtout l'ampleur du score. Et malheureusement, la Seine aussi a perdu. 16 à 10 à Saint-Jean-en-Royan. C'est toujours compliqué d'aller jouer très compliqué dans ces régions-là. Par contre, 16 à 10, ils récupèrent le bonus défensif, ce qui est pas mal, puisque c'est pas comme en pro. En pro, c'est 5 points. Et en Fédéral 1, c'est 7 points. C'est ça, points. C'est pareil. Voilà, c'est des aléas du rugby. Vive le rugby. Sinon, il y a eu des matchs en Fédéral 2 où le CARF a perdu à Aubagne, 26 à 19. Et il y a eu des matchs en Fédéral 3 où le Morillon, qui redresse la tête, ils en avaient besoin, ils étaient mal. Ils sont allés gagner à l'extérieur la semaine dernière. Et là, cette semaine, ils ont battu 7, 33 à 28. Ça leur fait aussi un sacré bol d'air parce qu'ils étaient pas bien. C'est bien pour le rugby toulonnais. Le Morillon, il joue le maintien et s'il continue comme ça, ils vont réussir. Ouais, j'espère, franchement. Et il y avait un dernier match, donc c'est en Fédéral 3. C'est Draguignan qui était allé perdre à Marseille contre le SMUC 35 à 22. Voilà, c'était les résultats du week-end. Du week-end, donc complet. Quand même dans l'ensemble un bon week-end. Surtout pour le rugby cup tournée. Ouais, voilà, un peu moins bien pour nos collègues de nos voisins, Seine pour nos voisins. Du 15 du Coudon, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est plus la Valette. Voilà, donc est-ce que tu as un carton jaune à donner? Non. Je vais avoir un carton jaune. À qui? Je vais te le dire. Vas-y, dis-le. Je sens que tu l'as pas préparé, si. Alors, je vais te faire une confidence. Mais je me souviens plus à qui je voulais le donner. D'accord. Si, je voulais le donner, pardon. Ça m'a revenu. Je voulais le donner à Canal+. D'accord. Ah bon? Ouais, je voulais le donner à Canal+. Pas pour la qualité de ses retransmissions, mais sur le fait qu'il y a une affaire qui secoue un peu le rugby français en ce moment, et notamment la presse spécialisée. Et pas que, puisque c'est une affaire qui concerne encore Jaminet. Et le Stade toulousain, où il semblerait quelques problèmes sur son transfert, enfin, des petits problèmes qui se résument carrément à 450 000 €. Alors, l'équipe en parle, le Figaro en parle, tous les médias en parlent, mais bizarrement, Canal+, qui sont sans doute... Peut-être pas au courant. Je sais pas s'ils ont pas été informés de cette affaire, mais pour l'instant, pas un mot, quoi. Alors, je veux bien qu'ils parlent que du sportif, mais ça fait aussi partie de la vie du rugby français. Donc voilà, je sais pas, ils ont peur de quoi de se mouiller, peut-être. Ouais, oui, j'ai l'impression. C'est ça. Ou de vexer les Bouscatel et la Ligue, ou le Stade Toulousain, je comprends pas. Donc... Enfin, j'imagine que si cette affaire-là concernait le rugby cup tournée, je ne veux pas être médisant, mais je pense qu'on en parlera un peu dans les médias, et notamment dans les médias spécialisés comme les Canal+, au niveau du rugby, c'est quand même la référence rugbyistique, et je ne sais pas, ils n'en parlent pas, donc ils ne sont peut-être pas au courant. Il fallait voilà. Donc voilà, c'était ce carton jaune, parce que ils sont un peu... Figaro, peut-être, non ? Je trouve qu'il manque un peu de courage sur ce coup-là. Bon, espérons que dans cette affaire, tout le monde retrouve... Melvin, déjà, va retrouver les terrains et qu'à la limite, il puisse récupérer quand même son pognon, parce que quand même 450 000 €, ça doit faire mal. Surtout que ça doit être des prêts à court terme, donc les échéances doivent être importants. Et puis peut-être arrêter aussi on revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, que Toulouse est toujours au-dessus de tout est beau, tout est... Et en fin de compte, on s'aperçoit que dans le rugby, il n'y a pas que, mais que malheureusement, il y a toujours des transactions qui sont un peu opaques. Et quand on met le doigt dedans, il faut un peu sévir. Et même si c'est Toulouse, il faut pas hésiter, quoi. Donc, moi, j'ai un carton rouge. Alors moi, c'est plus pour le rugby parce que je trouve qu'on est en train de se perdre. Alors déjà que les règles, tout à l'heure avec Didier, on en parlera. Les règles ont changé. Aussi à votre sur niveau, la mêlée, sur la touche. Ouais, mais là, je parlais plutôt des transferts. C'est-à-dire que maintenant, en cours de saison, tu as des joueurs qui changent d'équipe.
je crois que c'est Delguy, c'est ça, de Toulouse. Ouais, non, c'est Delpi. Ouais. Delby qui part le lendemain. Alors, il joue pour Toulouse le lendemain. Il joue le week-end prochain. Enfin, il sera le week-end prochain à Perpignan. À Perpignan. Je trouve que c'est pas bon pour il y a Réus qui est parti. Il a joué 2 fois contre nous. Il a joué contre nous avec La Rochelle. Et le week-end d'après, il a rejoué contre nous avec Montpellier. Ouais. Il a rencontré 2 fois Toulon. C'est énorme. En 15 jours. C'est énorme. Il a perdu 2 fois. Je trouve que c'est pas normal. Quoi. Vous savez que même en fédéral et régional, il y a des gens qui changent 2 fois de club par an. Ouais, d'accord. Okay. Mais il n'y a qu'au foot, il y a qu'au rugby que tu vois ça. Ouais. Au foot, tu maintenant, c'est comme à l'époque, tu pouvais plus muter. Ouais, à l'époque, tu pouvais même pas changer de. Moi, l'année où je retourne au Pradé après avoir joué à National B 3 ans en RCT, c'est Claude Guette à l'époque qui me fait rentrer à la mairie. J'ai signé le 31 décembre 1992. J'ai pu jouer avec eux en 93 et c'est l'année où on a fait la meilleure année du Pradé, qu'on est monté en Fédéral 3, on avait une équipe monstrueuse pour le niveau. Mais j'aurais signé un jour après, je pouvais plus, c'était fini. Ah ouais. C'était fini. Ah, mais je trouve que c'est dommage et ça dénature un petit peu l'équité du rugby parce que tu as des joueurs comme ça, comme tu dis, bon, le mec il a joué, il a joué 4 fois contre nous alors que et puis il nous joue 2 fois en 15 jours avec 2 équipes différentes. Puis avant tu avais mutation professionnelle, tu vois. Oui, tu étais muté pour un travail, pour un boulot important, tu pouvais muter après le 31 décembre. Je crois qu'au foot ils ont une période de mutation en fin d'année là, puis mercato, voilà. Mais là, en cours de saison, c'est clair. Le gars il joue, après le lendemain il va jouer avec une autre équipe. Pour peu qu'il joue contre son équipe, c'est vraiment le bordel, quoi. C'est bon, après avec le rugby. Moi je connais l'époque ferracienne où quand tu voulais muter, tu restais un an sans jouer. Au BMWB, il restait rouge. Licence rouge. Licence rouge. Et au BMWB, il restait pratiquement un an sans jouer. Donc. Alors on est passé d'une extrême à l'autre. On est passé de l'injustice totale parce que le mec il voulait changer de club des fois pour raison professionnelle où il pouvait pas, il était bloqué et là maintenant il change 3 fois de club dans la saison. C'est vrai que c'est un peu la foire d'empoigne. On va faire un petit peu le point sur les départs, enfin ce qu'on écoute à droite à gauche. Bon alors. Un départ qui fait beaucoup parler à Toulon, c'est celui de Isa, qui partirait normalement à Pau. Donc du coup, personne. Alors à Toulon, c'est quand même particulier. Enfin, je pense que ça doit être pas retour pareil. Dès qu'il y a un joueur qui s'en va, c'est la révolution. Il est irremplaçable. Sortez les mouchoirs. Il n'y a que des joueurs irremplaçables qui sont partis. Sortez les mouchoirs. Enfin voilà. Donc et pourquoi alors là, on parle de 2 centres australiens. Alors pourquoi on va prendre 2 centres australiens et on laisse partir Isa? Ça n'a rien à voir puisque c'est pas le même poste. Alors de suite, on sort toujours la carte GIF en disant oui, ils sont pas GIF. Isa non plus. Donc comme ça au moins. Et dès qu'il y a un joueur qui a joué plusieurs années au RCT, dès qu'il s'en va. De suite, il faudrait le garder. Les gens oublient que c'est pas eux qui le payent déjà. Et puis bon, après, il faut savoir renouveler une équipe. Et malheureusement, des fois, il y a des joueurs qui doivent changer de camp, qui doivent partir. Et ça fait partie du jeu. Bien sûr. On peut pas tout le temps garder. Professionnel. Je suis pas au courant. Peut-être que Pau lui propose un contrat de plus longue durée. Voilà, c'est ça. Mais il y a des gens. Là, ils étaient tous sur Serein parce qu'ils ont tous peur que Serein. Serein, il a encore 1 an de contrat derrière. Après, c'est toujours pareil. Il y a 1 an plus 1 an optionnel. Voilà. Donc, en vérité, ça fait 2 ans. Le joueur qui arrive à 32, 33 ans, tu vas lui dire s'il veut 3 ans de contrat et que tu ne peux pas lui donner, il sera obligé de partir. Si c'est une autre équipe qui lui propose 1 ou 2 ans, toujours compliqué. Et c'est vrai que lorsqu'on voit partir un joueur qui a marqué le RCT, parce que Isa fait partie des noms qui reviennent souvent, ça fait toujours quelque chose de le voir partir. Mais bon. Après, malheureusement, c'est le lot de tous les joueurs de top 14 de rugby. De temps en temps, on finit pas sa carrière là où on voudrait la finir et puis c'est comme ça, puis c'est la vie. C'est comme ça. Après, dans quelques années, on n'en parlera plus. Il y a un autre joueur qui va arriver, qui sera bon, et puis. Voilà, c'est ça. Donc. Par contre, puis moi, ce qui, je te coupe, excuse-moi. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que quand un joueur s'en va, on ne pense pas peut-être qu'il y a des jeunes qui poussent derrière. Bien sûr. Et à qui il faut faire une place dans l'effectif. Parce que sinon, c'est eux qui vont partir. Et il s'avère qu'à ce poste, notamment à la 3e ligne, il y a quelques jeunes qui poussent au portillon. Je pense à un
jouer Eric Arabat, je pense, il y a Coulon qu'il faudrait faire re-signer. Bon, Greg Samba, Matteo Samba, mais bon, je veux dire, c'est un poste où on est pourvu. Au poste numéro 8, je ne sais pas si les gens le savent, parce qu'ils ne vont peut-être pas les voir, mais on a une troisième ligne chez les espoirs qui est monstrueux. Je ne cache pas les mots, je vous le dis, l'année prochaine, il va tout défoncer. C'est un troisième géorgien qui s'appelle Chiochvili. C'est un phénomène. Je vous l'annonce aujourd'hui. Et ça, le staff le sait, puisqu'ils sont au courant de ce qui se fait chez les espoirs. Et c'est un garçon à qui il va falloir faire une place. Donc voilà, moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'on parle de recrutement, mais on ne passe jamais aux jeunes. Quand on parle de trois quarts centre, il faut recruter, mais il y a Kowi, petit Oliver Kowi, qui joue à l'équipe en phase de moins de 20, à qui il va falloir faire une place dans l'effectif. Alors il vaut mieux faire jouer Oliver Kowi que de prendre un joueur lambda, même s'il est sud-africain ou australien. Et je pense que Pierre en est conscient et que parfois il anticipe donc l'arrivée des jeunes. Et pour ça, il faut dégraisser l'effectif pour leur faire une place. Après, ça fait partie de la stratégie du club pour l'avenir. Après, de faire venir peut-être des joueurs plus aguerris, c'est aussi, protéger les jeunes. Parce Bien sûr, il en faut. Malheureusement, on l'a vu, on l'a même vu avec Domon ou avec d'autres. Dès que tu mets un jeune, il est au top, ça va, il rate un match, il se fait défoncer. Donc, c'est clair, parce qu'avec l'engagement physique et en top 14... il faut être prêt, il ne faut pas les griller. Voilà, donc... Retenez bien le nom du numéro 8, on en reparlera. Géorgien. Jvili, tu l'appelles Jvili. Il s'appelle Choch. À contrario, si on pleure ceux qui partent, putain, qu'est-ce qu'on casse ceux qui arrivent. Les mecs, ils ne sont pas arrivés déjà, ils sont toujours habillés, quoi. Ouais. L'italien, Bex, c'est ça? Brex. Alors, le mec, bon, alors c'est vrai que c'est pas forcément un nom très connu. Il a 46 sélections en Italie. Et putain, mais le mec, il n'est pas arrivé et il se fait déjà démonter. Il va jouer samedi contre l'équipe dimanche contre l'équipe de France. Je peux te dire que tout le monde va regarder ce qu'il fait. Bien sûr. S'il a fait une connerie, c'est bon, il va être. Non, mais tous les joueurs comme ça, c'est lassant, quoi, tu vois. Parce qu'on sait très bien, tu peux me contredire si je dis une connerie, mais quand tu mets un joueur dans un plan de jeu, des fois, il va se révéler, alors que la saison d'avant, il était dans un autre plan de jeu où il n'était pas forcément à l'aise. Et il faut laisser les gens arriver. Et puis, le recrutement intelligent, il consiste à faire venir des joueurs qui conviennent au jeu que tu veux jouer. Voilà. Et Pierre, il le dit souvent, il sait où il veut aller, donc il recrute en fonction de là où il veut aller, les joueurs qui correspondent à là où il veut aller. Donc voilà, et il ne recrute pas pour faire plaisir aux supporters. Là, tu as Brex qui arrive et Isa qui s'en va. Alors Isa, tout le monde pleure, Brex, tout le monde sort le hachoir. On va couper le menu. C'est tout là. Ici, voilà. Tout est différent. Ouais, tout est différent. Ben bon, après, je pense qu'à mon avis, ailleurs, ça doit être pareil, mais putain, c'est dramatique de voir cette haine quand même, parce que des fois, il y a de la haine. Jvili, voilà. Tu parles de plan de jeu. Rends-toi compte, un joueur qui change 3 fois de club dans la saison pour s'adapter à 3 plans de jeu, à plusieurs combinaisons différentes, à des appellations différentes, des partenaires différents, ça doit être compliqué. Ça aussi, on laisse pas le temps aux gens. Je vois, l'exemple qui me vient en tête, c'est Frisch, où tout le monde dit il est pas beau. C'est son frère. Le mec, il a eu du Munster. Alors, c'est que le rugby irlandais, c'est cadré au millimètre, c'est un plan de jeu et tu ne déroges pas d'un millimètre, donc tout est cadré. Et là, il arrive à Toulon où il s'est un peu plus ouvert à l'initiative personnelle, il faut qu'il s'adapte. Bien sûr. Il faut qu'il s'adapte à ses partenaires, ou à ses adversaires, parce que le top 14 et le championnat Celtic, Ligue Celtique, ça n'a rien à voir. Donc voilà, il faut être un peu patient avec on a eu des noms célèbres qui ont eu du mal à s'adapter la première année. Il y a eu des Karl Lehmann, des Drew Mitchell qu'on a critiqués, qu'on a dit ils sont pas bons et tout. Et puis après, en fin de compte, ça a explosé. Après, on a eu des grands champions de rugby qui sont passés à Toulon, qui n'ont pas forcément réussi, mais
Mais c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est parce que tout simplement, ils s'adaptent pas et c'est pas toujours évident. Et comme tu dis, les combinaisons, tout ça. La barrière de la langue aussi. La barrière de la langue, et puis le jeu qui n'est pas le même. Et tout, l'environnement, l'environnement. Quand tu arrives de l'hémisphère sud, que tu arrives à Toulon, c'est pas la même langue, c'est pas la même culture, c'est pas la même bouffe. C'est pas le même rugby, des fois. C'est pas le même rugby. C'est pas le même rugby. Quand on les voit jouer, c'est complètement différent. C'est pas le même rugby. C'est pour ça que des fois, on fait venir des arbitres de l'hémisphère sud pour nous arbitrer, parce que justement, les règles, même si la règle semble être la même, la manière de laisser jouer le rugby, c'est pas la même chose, quoi. Et des fois, ils laissent jouer des actions qu'en France, on stopperait directement. Et puis voilà. Donc, on a fait un peu le tour de tout. On va demander à notre ami. C'est quoi ton carton rouge, Serge? J'ai donné mon carton rouge. Il a donné, ça y est. Voilà. Je l'ai donné. Ah, la régie qui commence à se rebeller. Attention, carton rouge, Nico, tu le sors, s'il te plaît. Allez, hop. Sabrina, tu me le fais sortir. 10 minutes. Parce que là, on va voir s'il y a Sabrina et Nico, quand même, qui sont là à chaque émission avec tout le matériel qu'il faut pour faire en sorte qu'on puisse enregistrer cette émission. Bravo à vous. Hein. Et je te fais quand même le carton rouge. Hein. Merci. Voilà. Donc, Didier, bon, toi, ton actualité et tes projets. Mon actualité, j'étais coprésident du RC Olioulé jusqu'au 26 janvier. J'ai démissionné de mon poste. Malgré que tous les voyants étaient ouverts. L'équipe première pour un promu était seconde, derrière le Bossé. L'équipe B, entraînée par Alex Fournier, première de son championnat, largement. On a doublé l'effectif école de rugby. Loisir à 5, il y avait 30-35 joueurs. Rugby santé. Au niveau sponsoring, j'ai fait un gros effort, je le dis, c'est moi. J'ai fait un gros effort. J'ai apporté 80% du sponsoring. On a multiplié par 4 ou 5 sponsoring dans l'année précédente. Bon, j'ai démissionné parce que je m'entendais pas avec les personnes avec qui j'étais au comité directeur. J'aurais dû choisir les personnes avec qui j'aurais dû travailler. C'est peut-être ma faute parce que j'ai l'expérience du monde du rugby. J'ai commencé à 6 ans. J'ai pas été le meilleur joueur, mais j'étais un bon joueur. J'ai pas été le meilleur entraîneur, j'étais un bon entraîneur parce que j'ai toujours tout donné. J'ai tout donné à 100% pour mon sport. Et je tiens à le dire ce soir, j'ai jamais arrêté les saisons en cours de route. C'est la première fois. C'est comme ça. Peut-être j'en suis fautif parce que j'ai pas choisi les gens avec qui je vais travailler. C'est comme quand tu choisis, que tu entraînes, il faut que tu t'entraînes bien avec la personne, il faut que ce soit en osmose. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de commander, je le dis. Peut-être que je percevais mal certaines choses. On n'avait pas les mêmes façons de voir le rugby. Le rugby, il faut être un rugbyman, il faut le transpirer, il faut le vivre, le respirer. C'est comme ça, on n'était plus d'accord, donc il y a eu cette séparation, et puis voilà, la vie continue pour le RC Olioulé, hein, et la vie continue pour moi aussi. Et voilà, l'avenir pour Didier Boto, c'est quoi? Didier, il s'est beaucoup concentré sur son travail, parce que j'ai un magasin de prêt-à-porter, de déstockage, et puis j'y bosse. Et je me suis concentré dessus, même que j'ai pas laissé mon travail, mais au lieu de partir chercher les sponsors à droite et à gauche, je suis à mon magasin et je fais prospérer ça. Puis je suis toujours dans le milieu du rugby parce que depuis le début de la saison, j'avais une licence d'arbitre. J'avais repris l'arbitrage et puis je pouvais pas arbitrer parce que je suivais mon club, donc j'ai appelé Maurice Duny, le DAL de la région PACA. J'ai dit je reprends, je suis allé aux réunions, je vais recommencer à arbitrer. C'est ma passion aussi, j'aime ça parce que ma vraie place, elle est sur rectangle vert, pardon. Ma place, elle a été comme joueur, elle a été comme entraîneur et comme arbitre quand j'étais en Ligue Corse. Et moi, je suis content de me retrouver sur le pré. Donc, je retourne aux réunions d'arbitre, j'ai vu les copains et puis je suis bien tombé parce que la première réunion, il y avait les nouvelles règles. J'ai appelé mon ami Christophe Fébraillot, qui est président du RC Saint-Jean-du-Var. Je lui ai demandé de me faire la mutation. De suite, il m'a fait la licence. Maintenant, je suis licencié au RC Saint-Jean-du-Var. Club dont je suis partenaire aussi, avec le magasin Jody de Stock. Et puis voilà, la vie continue. Je me projette sur l'arbitrage, je vais me remettre à fond, parce que maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. 55 ans, avant, je ne pouvais plus arbitrer. Maintenant, c'est sur test physique, et test physique, il n'y a pas de souci. Je m'entraîne tous les jours, je fais du sport régulièrement, j'ai une vie saine, mais je reste dans le monde du rugby. Bon, je te cache pas que 3-4 clubs m'ont appelé pour entraîner pour la saison prochaine, où j'ai répondu négativement. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui me... Un challenge qui t'intéresse. Un challenge qui me plaise, tout ça, mais à l'heure actuelle, j'ai envie de rester à ma boutique, j'ai envie de m'entraîner avec Saint-Jean-du-Var le mercredi soir, le club du Muguet le jeudi soir, le vendredi soir d'être chez moi, d'aller arbitrer le samedi et le dimanche, et surtout ne plus avoir de responsabilité rugbystique pour l'instant. Voilà. Et
c'est très bien comme ça. Voilà. Et l'arbitrage, ça t'a toujours attiré, quoi. L'arbitrage, il y a 10 ans, tu m'aurais dit que j'allais arbitrer parce que j'étais encore joueur, je faisais encore 30 matchs par an. J'étais quand même représentant fédéral. J'étais délégué de match, représentant fédéral. Je te disais jamais j'aurais arbitré. Et il se passe que quand je suis en Corse, en Ligue Corse, j'entraîne Bastia. Bon, Bastia, on est rétrogradé de Fédéral 3, parce qu'on n'a pas les deux équipes, pas par manque de résultats. Bastia, c'est un très très bon club, il le prouve actuellement, il remonte. Et quand on n'a pas pu démarrer la saison Fédéral 3, je suis allé jouer à Loumion, le Crab 15, où j'étais bien reçu, club de Balagne, à côté de chez moi. Et comme je n'étais pas assez désigné en tant que représentant fédéral en Corse, j'ai dit au patron des arbitres, je vais arbitrer, qui était un ami, Fred Turier, et contre qui je jouais à l'époque, tout ça. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et de suite, il m'a dit avec plaisir. Je me suis pris au jeu. J'ai commencé par arbitrer les moins de 16. Après, c'est passé moins de 19. Et après, il me filait tous les matchs chauds en Corse. Et les matchs chauds en Corse. Mais ça me plaisait. Et tu filais tous les matchs, quoi, gros. Voilà. Il me filait tous les matchs un peu chauds. Des seniors, quoi. J'ai arbitré Luciana, j'ai arbitré Bastia 15, Porto Vecchio, Ajaccio. Pas le Crab 15 parce que c'était mon club. Les Ponettes, les filles qui représentent la Corse. Très, très belle équipe qui était entraînée par Henri Bonino. Voilà, là je me redonne le challenge d'arbitrer, je me languis ma première désignation. Moi je devais démarrer le 2 ou 3 mars, mais comme je serai chez moi en Corse, je démarrerai plus tard. Voilà, c'est un beau challenge et moi je ressasse jamais le passé, je vais toujours vers l'avenir. Je me projette toujours, il faut que je me file des challenges. Mon challenge, c'est ça, d'arbitrer des matchs de rugby et de prendre du plaisir. Et de me faire insulter. Voilà. Voilà, justement, j'allais te dire, c'est pas trop dur quand on a du caractère, qu'on se fait insulter, de rester calme. Alors, tu sais, je croyais au début... ma femme, elle me disait, tu vas te battre tous les dimanches, tout ça, parce que j'étais un joueur assez rugueux. Non, pas du tout. L'avantage que tu as quand tu as joué et que tu arbitres, c'est que tu anticipes les coups. Je te raconte une anecdote. Une fois, j'arbitre Porte-Vec contre Pernay-les-Fontaines. Bagarre générale. Je me retire. Je regarde, j'observe. La bagarre se termine, il s'arrête tout seul. J'appelle 2 capitaines. Et je dis, vous pouvez pas recommencer, s'il vous plaît, c'est une bagarre de bébé. Je leur dis. Il me dit, lui, il est fou. Ce que j'ai fait, j'ai mis jaune et jaune à chaque capitaine. Et puis après, ils sont sortis 10 minutes, les joueurs ont repris, ça s'est très très bien passé. Voilà. Après, il faut que les joueurs, ils sentent que tu as joué, que tu connais le rugby. Et puis, où c'est que c'est difficile d'arbitrer, c'est quand tu arrives dans le money time et que le score est serré. Là, c'est très difficile, il faut être super concentré. Parce que la moindre erreur, la moindre erreur, c'est PK, et la moindre erreur, tu te fais tuer. Mais bon, moi, si on se met l'insulte, je m'en fous, je me mets dans ma bulle et puis voilà, quoi. Il y a des équipes que tu préfères arbitrer, à quel niveau Non, moi je parlais des féminines, Ben, quand j'étais arbitre à Ligue Corse, les féminines, elles étaient en Fédéral 1, les Ponettes. Et franchement, je prenais vraiment plaisir à les arbitrer parce que sur le terrain, ça jouait bien. Ça jouait très très bien. Il y avait une bonne ambiance autour du terrain. Et puis au 3e mi-temps, elles étaient très fortes et j'y restais moi aussi. Donc voilà. La 3e mi-temps en Corse, elle est différente de celle du continent ou c'est pareil? Non, c'est pareil. C'est pareil. Ça dépend de l'état d'esprit de l'équipe. Bien sûr. Et puis voilà, quoi. Bien sûr. Mais tu suis quand même le RCT. Ah oui, je suis le RCT. Même quand j'habitais en Corse, je suis le RCT. Hein. J'avais Canal+, bien sûr, et puis je regardais les matchs. Et puis je m'intéressais à ça. Mais le Rugby Club Corse a énormément progressé. Ouais. Comme de partout, en Ligue PACA aussi ça progresse, il y a du bon boulot de fait. Le niveau, que ce soit en Régional 3, Régional 2, Régional 1, il est très élevé. Moi j'ai vu le Régional 2 cette année. Et franchement, il y a du très bon travail fait à tous les niveaux en France. Hein. En France, il y a des bons éducateurs. Il y a des bons éducateurs, il y a du travail, il y a de l'envie. Bon, les mentalités le changent parce que la vie elle change. Les gens évoluent, mais moi je pense qu'il faut... Qu'est-ce qui manque en Corse pour avoir une équipe qui serait au top 14 Ce qui manque, franchement, c'est peut-être l'argent. Donc la Ligue Corse fait très fort pour le partenariat. À un moment donné, il parlait d'avoir une équipe en Fédéral 1 qui regroupait les 5 plus gros clubs de Corse. D'accord. Ça aurait été possible. Il y a Bastia 15, il y a 15 ans de ça. Il y avait beaucoup de Toulonnais comme Mika Piovano, Georges Valiorgue, Fred Orsini, j'en oublie, qui jouaient là-bas. Il y avait Olivier Guyot. Ouais. Olivier Guyot. Oui, ils étaient arrivés en Fédéral 1, mais ils n'avaient pas pu accepter la Fédéral 1 par manque de moyens financiers. Après, moi je te dis, Rugby Corse, c'est une terre de rugby aussi. Hein. Même qu'on dit c'est une terre de foot, une terre de rallye, une terre d'automobile, c'est une terre de rugby. Le joueur corse est très rugueux, très courageux, peut-être des fois indiscipliné, tu vois. Mais moi, je vois ce qu'ils font au niveau des écoles de rugby. La Ligue Corse, c'est important, comme la Ligue Sud-PACA qui bosse aussi.
C'est bien pour le rugby et l'avenir, quoi. Et le fait de sortir un club corse, ça serait difficile de les voir tous s'unir pour. C'est un peu comme on fait en Irlande et tout, les Gallois. Oui, ils y arrivent sur les équipes de jeunes. À l'époque, Luciana et Bastia, ils sont il y a quoi ? Il y a 10 km. Ils voulaient pas fusionner. Là, je vois que sur les équipes de jeunes, ils font des regroupements. Et c'est bien, et c'est des équipes qui progressent, qui avancent. Ça va sortir les futurs joueurs des équipes seniors, quoi. Après, il faut une fédération aussi, hein, parce que le problème de la Corse, c'est les déplacements. Hein. Le problème de la Corse, c'est le déplacement. Moi, quand j'entraînais Bastia ou que je joue à Loum, tu viens sur le continent un dimanche sur 2. Ouais, c'est ça. C'est pas comme nous, quand on va jouer là-bas, c'est une fois. Et eux, c'est tous les 15 jours. Là, tous les 15 jours, il faut prendre le bateau. Hein. Regarde bien, moi, une fois, j'arbitre une finale de Régional 2, c'était le Pont du Las contre Bédaride, à Château-Renard, il y a 3 ans. Je suis à la touche. Un arbitre corse au centre, 2 arbitres corse à la touche. On est parti la veille. On a dormi à l'hôtel Ibis à Marseille. On fait les finales. On loue une voiture. On va à Château-Renard. Bon, il y a toutes les finales. Après notre match, il y a la réception. De la réception, on repart à Marignane en voiture. On rend la voiture. On prend l'avion Marignane-Bastia. Mais moi, j'habite à Île-Rousse, en bas là. Bastia, oui. Il y a 1h15 de route. J'arrivais chez moi, il était 1h30 du matin. Tu vois. Il faut vraiment aimer le rugby, je te le dis. Les joueurs, c'est pareil. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ouais, c'est dommage, mais compliqué. Quand tu l'aimes, tu le fais. Voilà. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Donc, un peu plus de te ressourcer dans ton rôle d'arbitre. Je vais me ressourcer un premier dans mon rôle d'arbitre. Je vais représenter le RC Saint-Jean, club que j'ai entraîné, que j'ai joué, qui me tient à cœur aussi, club de mon ami. Et puis, on va voir. Je suis parti pour. Est-ce que tu fermes la porte à l'entraînement? Je ferme pas la porte à l'entraînement, mais il faudrait vraiment que le projet soit bon et que je sois entouré des bonnes personnes. Parce que nous, avec Patrick, on voulait être entraînés, donc si tu veux nous entraîner... Il n'y a pas de problème, je vais essayer, je vais me mettre en forme. Entraîner à quoi? Je sais pas. Il faut définir. Je peux passer un petit bonjour à Moana Chouft. Vous le connaissez, Moana Chouft? C'est un ami qui joue à Tahiti. Il est reparti à Tahiti, c'est un Tahitien. Il a débuté en premier au Pradé avec moi, pendant un match championnat de France. Je te raconte ce qu'on a fait, je peux pas le raconter. C'était en 92, c'était chaud. Après, il est parti jouer à Sifour, on a joué en B à Toulon ensemble. Et voilà, aujourd'hui, je lui passe un petit coucou parce qu'il m'a dit, il m'a envoyé un message Facebook, tu parleras pas de moi, je parle de toi, moi. Trop tard. Alors, challenge, il faut qu'il transmette l'émission à Tahiti. Il faut qu'il la transmette à Tahiti, maintenant il faut qu'il m'invite 3 semaines à Tahiti. Voilà. Et nous aussi, on fera une émission là-bas. Parce que nous, s'il nous invite, on part ensemble, on part tous les 5 et là, on fait l'émission radio. Oui, on part en pirogue. Ok, écoute Didier, merci. Merci à vous les copains. Pour ta venue. Nous, il va y avoir un prochain match, c'est quand même le Stade français. Samedi à 16h30, c'est un week-end de doublon. Il y aura le Stade français et l'équipe de France donc, qui va en Italie. Italie-France, dimanche. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Mayol soit plein parce que c'est quand même important. On fait une belle saison, merde. J'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à remplir ce stade. Alors avant, on nous disait que c'était parce que les résultats n'étaient pas au top. Aujourd'hui, on est second, ex-aequo, à 3 points du premier. Il n'y a rien qui... L'heure est idéale, 16h30. Voilà, 16h30. Vous aurez le droit de vous coucher un peu plus tôt le soir. On disait les matchs à 21h, il fait froid aussi. Ouais, il fait froid, il y a toujours des excuses. Là, il n'y a pas d'excuses, il va faire beau, enfin j'espère. Et 4h30 et 16h30, donc pour continuer cette belle série. Donc on vous attend tous à Mayol. Merci la régie. Merci à tous. Merci. Pour ta venue et puis c'est plaisir. On te souhaite le meilleur pour la suite. Patrick? Oui. On fait comme ça. On fait comme ça. On se dit quoi, lundi prochain? Oui, lundi prochain. Mardi prochain, pardon. Mardi prochain, ouais. On aura un invité de Marc. Logiquement, on doit avoir une petite surprise. Voilà, petite surprise. Grosse surprise. Il n'a pas peur des mots. Il a intervenu aujourd'hui, Nicolas. Bon, ça va. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci.